Merci à tous et merci à tous nos hôtes marocains, puisque mon père est venu enseigner ici pendant de longues années à Rabat au lycée Descartes. Et donc il m'a dit de transmettre tous nos amis marocains un bonjour de France, donc je le fais bien volontiers aujourd'hui. Voilà. Très bien. Donc je vais dresser un panorama assez synthétique de ce que je considère être comme la cartographie de l'information telle que je la pratique. Donc à la fois du côté recherche, du côté expérimentation, mais aussi du côté création d'entreprises et de services. Alors pour me présenter rapidement, je suis enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne. Donc je forme des ingénieurs, et en particulier des ingénieurs en informatique que j'initie à la cartographie. Donc voilà, c'est un aspect important dont on pourra rediscuter, mais la cartographie constitue un excellent test qualité sur les données qui sont emmagasinées dans les grandes bases de connaissances. Donc la pratique de la cartographie a vraiment un rôle à jouer aussi en termes métiers pour les informaticiens purs qui s'occupent des bases de données. Je suis aussi un peu le père spirituel de deux projets très différents l'un de l'autre. Le premier, c'est la société Linkfluence qui s'occupe aujourd'hui, on va dire, de veille d'opinion sur Internet. Alors sur tout un tas de sujets, notamment pour les marques et les produits, mais grosso modo, l'idée, c'est de dire qui dit quoi sur quel produit ou sur quel homme politique, et de rendre compte, de restituer les résultats de ces analyses aux clients, en particulier en associant au rapport d'études des éléments cartographiques. Donc il va falloir être extrêmement prudent sur cet aspect de cartographie publique, parce que les choses qu'on vient de voir, celles que je vais vous faire voir, ne sont pas forcément lisibles ou manipulables tout de suite, sans une forme d'apprentissage. Donc là, il y a quand même des choses aussi dont on pourra discuter. Et puis je suis aussi le père spirituel d'un autre projet qui s'appelle GEFI, donc qui est devenu un petit peu aujourd'hui le logiciel leader au niveau mondial en matière d'analyse de réseau. Donc je tiens à préciser que ces deux projets ont été construits à partir d'une communauté d'ingénieurs et qu'on n'a pas eu forcément de financement public pour le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est relativement libre de notre politique en matière de développement et en termes de partenariat. Donc c'est pour ça que je le dis devant tous. Alors GEFI, c'est de l'open source, et pour financer ce logiciel, on a monté un consortium dans lequel on va retrouver Google par exemple, LinkedIn, l'université de Harvard, de MIT, etc., qui ont compris l'intérêt d'un logiciel libre dédié à la cartographie, parce que l'idée c'est de s'alimenter de l'observation des usages pour continuer à développer le logiciel. Et puis je monte une structure qui s'appelle Iceberg. Donc ça c'est une structure avec des designers, et donc là on va s'occuper beaucoup d'interfaces. Alors, comment je fais? Je peux pas remonter? Ah voilà. Vous voulez que j'avance? Non, c'est très bien. Donc là je vais parler très rapidement des trois grandes fonctions de la cartographie pour moi, de quatre domaines d'application, mais là j'irai assez vite puisque ça a déjà été évoqué. Et puis enfin je terminerai par un enjeu qui est absolument essentiel aujourd'hui, qui est la question des interfaces. Alors comme vous avez tous des téléphones mobiles et des tablettes, etc., enfin, je suppose, moi j'en ai pas, mais je vois bien que les gens en ont. Mon obsession aujourd'hui, c'est de faire passer les cartographies sous forme dynamique et interactive sur les dispositifs tactiles et mobiles. Je pense que c'est le grand enjeu du moment de la cartographie, c'est pas comment faire de la cartographie, c'est comment la diffuser et la rendre la plus publique et utilisable possible. Alors moi j'ai pour habitude de définir la cartographie sous trois angles différents, mais qui sont complémentaires. La cartographie, ça permet d'observer et de décrire des phénomènes. Ça c'est clair que la cartographie de l'information a un côté analyse ou exploratoire. La cartographie de l'information permet aussi de comprendre et d'interpréter des phénomènes. Donc là, la cartographie de l'information permet de passer en fait de la notion d'information à la notion de connaissance. C'est un outil d'appropriation des savoirs et de diffusion des connaissances. Et enfin, la cartographie permet de décider et d'agir dans un certain nombre de contextes qui sont extrêmement, à mon avis, limités,
et qui sont extrêmement stratégiques. Alors en matière d'observation, de description, vous pouvez observer, décrire des données, des informations, des flux, des interactions, vous pouvez mettre beaucoup de choses dans une cartographie de l'information. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un dashboard qui permet d'analyser, à travers des mots-clés, des cartes de géographie, etc., quelques 420 projets qui ont été financés par l'État français, en région Bretagne et Pays de Loire. Donc l'outil, c'est le dashboard que développe l'Influence. Et moi, j'ai enlevé de l'outil les données web pour mettre à la place des projets ANR, en fait, des projets OSEO, etc. Et ça permet en fait à la direction du pôle de compétitivité pour lequel je travaille d'avoir un suivi continu des investissements publics sur un territoire en essayant de mesurer à la fois les inputs et les outputs d'une politique publique d'investissement. Alors en matière de compréhension et d'interprétation, j'irai rapidement là-dessus, mais c'est une cartographie de la blogosphère chinoise au moment des Jeux Olympiques et de la question du Tibet. La question, c'était d'être capable de représenter des milliers de blogs qui parlaient de la question du Tibet en fonction de leur position politique. Est-on pour le Tibet indépendant, ou Dalai Lama en fait, ou est-on pour le Tibet chinois? Et donc on a fait toute une série de cartographies pour comprendre comment sur la blogosphère s'opposaient deux communautés extrêmement différentes, entre les pro-chinois et on va dire les pro-Tibet. Ça, c'est une commande qui nous a été faite au moment des Jeux Olympiques de Pékin, pour essayer de comprendre un petit peu l'état de l'opinion sur des sujets un petit peu... Alors là, pour le coup, la cartographie permet d'interpréter de façon assez manifeste la question du Tibet, notamment du Tibet libre ou du Tibet chinois, en fonction de deux communautés extrêmement précises. Alors là, on arrive sur une cartographie qui paraît un peu abstraite comme ça, mais c'est un ensemble de mots-clés. L'une des commandes qu'on me passe souvent, c'est en fonction de notre patrimoine informationnel, es-tu en capacité de nous dire quelles sont les thématiques qui émergent année après année dans les programmes de R&D, par exemple des entreprises ou des universités. En région Bretagne et Pays de la Loire, donc de 2005 à 2012, il y a eu près de 270 millions d'euros investis dans différentes formes de projets. Et quand on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé, on voit bien que pendant l'année 2009, en rouge en tout petit, vous les voyez à peine, mais apparaissent dans les données 3 nouveaux mots-clés absolument essentiels en matière de politique d'innovation et de territoire, parce que ces 3 mots-clés concernent toutes les applications autour du biomédical. Donc en fait, c'est une thématique qui a émergé en 2009, qui s'est développée en 2010 et en 2011, mais qui n'existait pas en 2008 ou en 2007. Alors vous comprendrez l'intérêt de la cartographie, et je m'adresse à tous ceux qui aimeraient bien un peu l'essayer, c'est que si vous associez dans une liste des mots-clés, peu importe d'où ils viennent, et que vous avez au moins dans votre fichier Excel, prenons l'exemple le plus simple, des dates, les technologies sont aujourd'hui mûres pour pouvoir voir comment est-ce que vos mots-clés évoluent en fonction des années. Voilà, je le signale parce que il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui me paraissent très matures en termes de techno. Je ne sais pas si mes camarades seront d'accord avec moi pour le dire. Mais l'année 2012 a été une année très riche en matière d'innovation autour de la cartographie. Alors, 4 domaines d'application. Ce que vous avez sous les yeux, vous pouvez le télécharger sur mon blog. Donc, atelier de cartographie, enfin ateliercartographie.wordpress.com. Vous avez les références là dans le PowerPoint. Je suppose qu'on va les... dans le livret aussi. Voilà. Donc ça, ce sont les 85 technologies clés autour desquelles se bâtit en France toute la politique industrielle et d'innovation de, grosso modo, jusqu'aux années 2015-2020. C'est un rapport de 400 pages en PDF. Donc si vous n'êtes pas spécialiste de la question, ça fait quand même beaucoup de pages à lire. Ceci dit, c'est intéressant, je n'ai pas dit le contraire. Mais... Par contre, moi, ce rapport de 400 pages, j'avais vraiment besoin de le synthétiser sous la forme d'un poster que je puisse afficher dans mon bureau. Donc vous pouvez le télécharger au format 0 et l'emmener chez l'imprimeur et vous aurez la même chose. Et au moins je vois de façon très synthétique comment est-ce que les 85 secteurs clés de l'industrie française sont reliés entre eux et positionnés les uns par rapport aux autres. Alors j'entre pas dans la cuisine qui permettrait d'expliquer pourquoi
les nœuds sont plus proches les uns des autres. Ça, c'est plutôt des aspects techniques. En revanche, c'est un instrument de lecture de la politique industrielle française qui est assez efficace. Voilà, parce que ce poster, maintenant, je le retrouve dans différents bureaux, dans différents endroits, dans des ministères ou ailleurs. Ça me fait très plaisir parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais un exemple, pour les pôles de compétitivité en France, il y en a 71. Donc je commence dans ma carte à allumer un certain nombre de nœuds, donc leur donner une couleur spécifique en fonction du cœur de métier, on va dire, des pôles de compétitivité. Et je le fais aussi pour les universités. Donc l'université peut me dire, tiens, comment est-ce que je positionne mes labos ou mes diplômes en fonction des 85 technoclés. Et dans ce cas-là, on produit des cartes dans lesquelles on va mettre en relief les nœuds et les technoclés, donc qui sont plus ou moins associés au partenaire qui nous a commandé l'étude. Donc on est en train de développer une plateforme en ce moment et tout ça va être fait de façon automatique et en ligne au courant de l'année 2013. Bon, rapidement, puisque vous les avez vus un petit peu, il y a aussi les cartographies faites par Influence. Donc je suis un peu à l'origine de la création de cette start-up. Alors ça vous paraît comme ça très abstrait, hein, ces cartes. Bon, déjà, quand on ne les connaît pas, au moins je trouve ça joli. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu esthétique. Il y a du bleu, il y a du vert, etc. Si vous allez sur le site de l'Influence, ces cartes-là sont publiques. Donc moi je vous invite à jouer parce qu'elles sont interactives. Et par exemple, sur la blogosphère politique, on indexe le contenu de plus de 1000 blogs tous les jours. Dès que quelqu'un même met un commentaire ou tweet quelque chose au sujet de la politique en France, on l'archive. Et la plupart des données sont accessibles via ce type de cartographie. Donc vous pouvez zoomer dedans. Quand vous cliquez sur un nœud, vous avez accès au contenu. On met en place des outils statistiques. On a des suivis thématiques aussi. Donc en fait, comment vous dirais-je, la cartographie, enfin, c'est vraiment très important pour moi de le dire, c'est que sa vraie fonction, globalement, c'est que dans un univers informationnel de plus en plus complexe, donc tout à l'heure on parlait masse de données, mais il y a un autre aspect, c'est la diversité des sources qu'on nous demande de croiser. La cartographie, c'est un moyen de monter en abstraction. Le monde, il n'est pas complexe parce qu'il est complexe, il n'est pas plus complexe aujourd'hui qu'hier, ça c'est un peu des histoires. C'est simplement que les outils que nous utilisons pour explorer ce monde ne sont pas forcément encore des outils adaptés. Et moi, je pense que la cartographie est un moyen de monter en synthèse et en abstraction pour avoir un point de vue synthétique sur les choses. Donc là, c'est quand même 1000 blogs, hein, donc c'est quand même pas rien indexé. Alors ça, c'est un type de travail qu'on me demande aussi régulièrement. Ça, c'est la base de données de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Donc 5 ans d'existence, 4200 chercheurs, plus de 600 projets. Et la demande de la direction, c'était, on a une base de données interne, peux-tu nous dire sur quoi travaillent les chercheurs, par exemple au niveau des écosystèmes? On me demande aussi de calculer qui travaille avec qui. Où sont les nouvelles thématiques émergentes? Est-ce qu'au niveau géographique, les gens travaillent d'une région à l'autre? Alors il n'y a pas de secret là-dedans du tout, hein. Moi les fichiers que je récupère, c'est des fichiers Excel. Hein. Et les fichiers Excel, on les transforme en structure de graphe et après j'analyse un petit peu les relations voilà. Donc ça me permet de répondre en fait à des questions auxquelles ni les services informatiques ni les services communication ne sont capables de répondre. Alors ceci dit, juste entre parenthèses quand même, je crois que c'est le cas de la plupart aussi de mes camarades ici, c'est que c'est pas facile d'être cartographe dans une organisation. Parce que d'abord, les informaticiens ont du mal à prêter leurs données. Et puis ils n'aiment pas qu'on cartographie leurs données parce que moi, si un truc est mal renseigné dans mon fichier Excel, mon nœud dans ma carte, il part dans un coin et il n'est pas rattaché aux autres, et je vais revoir l'informaticien en disant mais lui, là dans les métadonnées, il y a un problème quelque part. Donc tout ce qui était caché avant, maintenant avec la carto, ça se voit, donc ils n'aiment pas ça. Et puis les services de communication et les directions, elles aiment bien utiliser la cartographie à condition qu'on cartographie des choses positives. Maintenant, c'est pas de mon rôle ou de ma responsabilité si effectivement des fois on voit dans les cartographies des choses qui sont littéralement des trous ou des manques. Donc il y a dans la cartographie quelque chose d'assez singulier, hein. Le pouvoir du cartographe, c'est quelque chose, c'est pas à négliger, c'est pas qu'un exercice esthétique,
vous pouvez vite vous retrouver dans des situations un petit peu complexes, notamment quand, comme moi, vous faites de la cartographie sur des territoires en France, donc, et pour des pôles de compétitivité où il y a des centaines de millions d'euros d'investissement. Moi, je mesure les inputs, c'est un fichier Excel, et je mesure les outputs, c'est un autre fichier Excel, et je mets tout dans des cartes. Bah, des fois, ça produit des outputs là où ça n'a pas été financé, puis des fois, là où c'était financé, il n'y a pas d'output, donc après, c'est pas mon problème, mais au moins les politiques, là j'y suis dessus, au moins les politiques ont des instruments d'évaluation de leur propre action. Moi, je suis en train de développer donc, un grand système pour les pôles de compétitivité qui s'appelle Visir. Donc, ça existe en ligne, je ne peux pas vous le faire voir parce que pour l'instant, c'est... Et les outils que je vous fais voir existent tous, sauf que les données qu'il y a dedans, c'est des financements publics, des projets de R&D, etc. Il y a des choses très sensibles. Je fais ça pour 2 régions françaises. Et ce que j'ai mis en place, c'est un instrument de traçabilité des politiques publiques. Il faut être clair sur la question, la cartographie est un instrument aujourd'hui de traçabilité. La cartographie, c'est des grandes masses de données rassemblées, d'accord, mais c'est de la mémoire, parce qu'on archive plein de trucs qui sont passés avant. C'est du point de vue et de la synthèse, c'est-à-dire que vous occupez un espace dans lequel vous pouvez apprécier les choses. Et éventuellement, quand elle est bien faite, ça peut être une position à partir de laquelle vous pouvez faire du prédictif. Parce qu'en fait, derrière la carto, il y a quand même ça. La maîtrise des données aujourd'hui, c'est d'être capable d'anticiper sur ce qui va se passer demain. Hormis pour les chercheurs où ça présente un intérêt souvent de manipuler des grandes masses, mais quand même l'objectif. Alors là, vous avez des questions, je résume mon travail de cartographe en ce moment à 4 questions très simples. Les responsables pour lesquels je travaille me disent qui travaille avec qui travaille sur quoi, ça c'est les catalogues de compétences. Alors moi j'ai fait ça parce que je sais le faire, puis après on m'a dit mais ils sont où tous ces gens? Donc il faut que je fasse maintenant des cartes de géographie. Pour moi, la cartographie, là, en ce moment, elle est en train de vivre une révolution, parce que la cartographie de l'information, elle est en train de se régénérer, parce qu'on est obligé de la rendre plus appréhendable à partir de l'espace géographique et du temps. Le temps et l'espace géographique, aujourd'hui, enfin c'est le cas chez Google, chez LinkedIn, partout, mais aujourd'hui la cartographie de l'information se nourrit de plus en plus d'un retour aux sources, en fait, d'une certaine façon. Donc, qui travaille avec qui travaille sur quoi? Où sont ces gens en territoire? Là, c'est des réseaux de PMI et de PME qui travaillent sur un certain nombre de sujets autour des images numériques. Donc, c'est la carte... alors, j'ai Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, et je fais même des cartes maintenant carrément des agglomérations. Alors, vous allez me dire... bon, ça doit être difficile de faire ça. En fait, non, c'est pour ça que je disais qu'il y a des technologies qui sont mûres. Si, par exemple, dans mon jeu de données, j'ai mis des dates, mais admettons que je mette aussi les codes postaux ou une adresse. Après, c'est pas compliqué d'aller chercher la référence complète avec un Google Maps. Donc là, on est en train de développer un système qui va permettre de naviguer en Bretagne et en Pays de la Loire avec la recherche de partenaires, y compris en géolocalisé temps réel. Mais tout ça simplement parce que moi, je lui ai donné au départ avec des codes postaux. Mais GFI fait du géoréférencement, donc il n'y a pas de souci après pour produire des cartes. Et une fois que les cartes sont bien pensées, qu'on les a bien testées, après on passe à l'implémentation informatique. Alors ça, c'est une discussion qu'on pourra avoir aussi. Les cartos, pour moi, c'est pas du one-click et du tout simple. Il y a tout un travail préparatoire, donc on a besoin de compétences humaines. C'est pas forcément des outils dont on a besoin, c'est plutôt des gens bien formés pour avoir des bonnes cartos qui sont faites dans les bons contextes pour les bonnes décisions. Alors j'insiste beaucoup sur les questions des interfaces cartographiques. Vous trouverez dans mon blog plein d'exemples. Ça, c'est un travail que j'ai fait avec un designer. Alors vous voyez, elle est magnifique, hein. Vous pouvez la télécharger aussi au format 0. On est en train de passer au format numérique, puisque le gars qui a travaillé avec moi là-dessus, il a eu une très grosse commande pour l'aéroport international de Dubaï. C'est quand ils ont vu ça, ils ont dit, on l'a vu en grand, sous forme... voilà, que ça fasse très beau. Donc maintenant il est parti là-bas travailler. En fait, là on a récupéré des données d'une base d'une base ouverte. C'est les étudiants américains, dès qu'ils prennent un avion entre une ville et une autre, ils laissent des petits messages en disant ouais, la compagnie c'était pas terrible, l'hôtel c'était pas sympa, on a bien mangé, donc il y a plein de commentaires. C'est OpenFlight. Hein. Et vous pouvez récupérer les données d'OpenFlight et les géolocaliser. Ce que j'aime bien, donc il y a tous les aéroports, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'il n'y a pas de carte de géographie dedans. Ce qui permet de dessiner les continents, c'est uniquement la distribution des nœuds dans l'espace.
Voilà, donc elle est... Alors, il faudrait... tous ces posters-là sont téléchargeables. J'essaie de leur mettre des titres et d'expliquer comment ils ont été faits, à des fins pédagogiques, de façon à ce que tout le monde puisse... Et puis, mon grand dada du moment, c'est quand même les interfaces, parce que voilà, je pense que la carto, comme d'autres choses, d'ailleurs, se joue en ce moment, pas du tout sur des questions de contenu ou de méthode, mais carrément sur des questions de déploiement sur des dispositifs d'aujourd'hui. Donc moi je ne suis pas du tout nouvelle techno, donc je n'ai même pas de téléphone mobile. Mais je vois bien les gens dans le train et partout, et ils n'arrêtent pas de faire ça. Mais j'insiste beaucoup là-dessus, c'est une culture qui est en train de naître et qui me paraît fondamentale à prendre en compte. La complexité croissante des univers informationnels, ça je viens de vous le rappeler un petit peu. Le développement des dispositifs mobiles et tactiles, moi à mon avis ça a un impact maintenant carrément sur les choix technologiques, y compris en termes de développement d'outils pour la cartographie. Par exemple, nous, on est en train de, je vais le faire après, de développer un projet qui s'appelle Sigma.js, qui permet de passer en JavaScript la plupart des cartographies que nous produisons. Donc, qui dit JavaScript, pour les techniciens, ça veut dire déploiement sur tous les dispositifs mobiles d'aujourd'hui. Et surtout, j'insiste beaucoup sur les deux derniers points. En ce qui concerne les ingénieurs en informatique, ça veut dire que la culture aujourd'hui, c'est plus celle du tout des bases de données. Ça, à mon avis, c'est un truc qui est quand même fini. C'est vraiment la culture des API, c'est-à-dire de l'interrogation à distance des sets de données. Aujourd'hui, l'ingénieur en info performance, c'est quelqu'un qui est capable de bricoler des tuyaux en permanence. C'est plutôt bien fait. En plus de ça, l'Influence développe en ce moment un nouvel outil, une sorte de plateforme de veille qui s'appelle Radarly. Et Radarly est quelque chose qui me paraît, j'allais dire pour une fois, je suis un peu méchant. En tout cas, ça me paraît assez utilisable pour quelqu'un comme moi, par exemple, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et puis en ce moment, je travaille beaucoup avec les gens qui font des interfaces, des tables tactiles. Alors, j'ai mis un lien hypertexte, mais parce que vous savez que le Max Planck Institute, depuis l'an dernier, s'est doté d'une table tactile qui est en démo à Berlin, mais en fait maintenant elle est dans tous les Max Planck en Allemagne. En fait, c'est une grande table, la vidéo sur YouTube, elle est très bien. En fait, toutes les publications du Max Planck sont interrogeables via ce dispositif qui est entièrement tactile, soit via des noms, soit ou à travers des thèmes, ou en choisissant des endroits sur une carte de géographie. Et on voit tous les réseaux de coopération à l'intérieur des Max Planck et puis avec l'étranger. Toute cette techno, en fait, a été développée, les fichiers de base sont des fichiers GEFI. En fait, Maurice Stéphane qui a développé ça, il utilisait notre façon de faire. Et notre façon de faire, elle est assez simple, moi je le dis toujours, récupérons des fichiers Excel là où ils sont les mieux faits, les qualitativement les plus aboutis. En général, c'est plutôt du côté d'une secrétaire que je vais les trouver plutôt que du service informatique, comme à chaque fois. Et nous, on essaie de développer des outils qui vont vous permettre de passer de votre structure de table à des structures de graphes pour visualiser les données, interroger des relations. Donc, j'ai pas beaucoup le temps de parler des aspects techniques, mais on a plusieurs dispositifs en ligne qui vous permettent déjà de le faire gratuitement. Ah, il reste 5 minutes. Ah non, je croyais que vous disiez stop comme ça. Et donc voilà, je trouve qu'il y a dans ces dispositifs, voilà, il ne faut pas s'imaginer que ces choses très techno et qui font rêver un peu sont complètement éloignés de notre sujet de discussion aujourd'hui et demain. Je veux dire, les fichiers à la base, notamment pour certains des écrans qu'il y a ici, c'est simplement du CSV. Et du CSV statique. C'est un truc qu'on pourrait sortir d'une bibliothèque ou d'un laboratoire de recherche ou d'une bibliothèque universitaire à faire exactement la même chose. C'est pour ça que je vous dis que les technos sont mûrs. Il y a des gens dont c'est le métier de faire ça et qui prennent en entrée des types de fichiers extrêmement simples. Il ne faut pas s'imaginer que derrière ça, il y a plein de choses informatiques extrêmement poussées. Alors voilà, là c'est les deux sociétés avec lesquelles je travaille. Je les cite parce qu'ils se lancent, c'est des startups françaises. Notamment, il y en a une qui développe des tables tactiles rondes. Mais par exemple, pour une conférence comme celle-ci, dans les années à venir, il est fort probable, vu le coût des équipements, qu'on puisse avoir aussi à l'entrée un tableau interactif où on puisse manipuler, savoir qui est qui a publié quoi, etc. C'est maintenant d'une... je ne vais pas dire que c'est simple, mais il y a des gens dont c'est le travail de le faire et ils le font pour finalement pas très cher. En tout cas, depuis l'an dernier, il y a pas mal d'acteurs qui font ça. Alors, je ne sais plus si j'ai autre chose. Non, je crois.